Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous. On va commencer dans quelques instants. Donc en fait, presque midi, donc je vais commencer tout de suite. Donc merci beaucoup de vous joindre à Fierté au Travail Canada pour cette édition 2020 de notre Pro-Fierté virtuelle sur la génération Z à l'emploi. Je vais commencer en disant un énorme merci à Desjardins, notre partenaire principal pour cet événement, pour leur générosité et leur enthousiasme à faire un partenariat avec Fierté au Travail Canada pour cette édition virtuelle inédite de notre Pro-Fierté pour cette année 2020. Et je vais souhaiter une bonne fierté à tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Mathieu Desjardins. Je suis coprésident du conseil d'administration de Fierté au Travail Canada. Je travaille à BDC. Je suis aussi membre du groupe ressources employées pour les personnes LGBT et du groupe ressources employées pour les personnes handicapées à BDC. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Fierté au Travail Canada, pour clarifier, est une organisation qui, grâce au dialogue à l'éducation et au leadership éclairé, permet aux employeurs canadiens de créer des lieux de travail qui célèbrent tous les employés sans égard à leur expression de genre, identité de genre ou orientation sexuelle. Nous contribuons en fait à créer des espaces de travail plus sûrs et plus inclusifs qui réalisent le plein potentiel de tous les employés et éliminent les obstacles à l'emploi. Nos événements d'apprentissage, de réseautage et communautaires se déroulent à travers le pays, célébrant et mettant en relation les employeurs canadiens les plus inclusifs. Donc, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous avez comme de l'information technique dans le petit encadré qui est mot de bienvenue. Donc, vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez rejoindre si vous rencontrez des problèmes audio ou par rapport à la connexion à notre webinaire aujourd'hui. Donc, je voulais juste un peu vous présenter Fierté au Travail Canada. Un grand merci à Fusion Jeunesse avec qui nous avons fait un partenariat pour l'événement aujourd'hui. Une super belle organisation. Il est important pour nous de reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous rassemblons font partie du territoire traditionnel et non cédé des Kanien'kehá:ka, les Mohawks. L'île connue sous le nom de Montréal est désignée Tiohtià:ke dans la langue des Kanien'kehá:ka. Il s'agit d'un site qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations, y compris le peuple algonquin. C'est important pour Fierté au Travail Canada d'honorer les racines de la fierté. Ces racines proviennent donc de la résistance à la discrimination policière, gouvernementale et provenant de la société. Beaucoup des personnes qui ont fondé le mouvement étaient des Noirs et des gens de couleur. Fierté au Travail Canada est solidaire des communautés noires qui s'opposent à la violence policière. On sait aussi que l'homophobie et la transphobie sont entièrement liées à la colonisation. Les personnes d'entre nous qui sont des colonisateurs doivent travailler pour soutenir la résurgence des Autochtones et s'attaquer aux problèmes actuels, y compris la police, la violence et la discrimination contre les peuples autochtones. Donc, c'est très important pour nous chez Fierté au Travail Canada. Donc, voici un bref aperçu du déroulement pour aujourd'hui. Donc, nous passerons donc à nos remarques. Donc, on va commencer par... donc, vous pouvez voir aussi, juste un instant, que vous avez... donc, le sous-titrage est disponible en anglais et en français. L'événement est aussi en cours d'enregistrement et sera disponible pour visionnement. Pour le panel, nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les questions. Vous pouvez faire parvenir votre courriel à info@commercialplannetwork.ca. Et là, on rappelle toujours que la salle de clavardage est un espace inclusif. Donc, merci et bonne fierté. On va commencer avec les remarques. Donc, Manon Massé. Donc, Manon, comme tout le monde l'appelle, commence sa carrière au Comité social Centre-Sud, exerçant la pratique de l'éducation populaire auprès des familles démunies, d'un quartier qui, à l'époque, est encore fortement ouvrier. Elle joue un rôle de premier plan dans la marche du pain et des roses de 1995, une marche de 10 jours contre la pauvreté, dont les revendications mènent notamment à l'adoption d'une loi sur la perception automatique des pensions alimentaires. En 2000, elle coordonne la Fédération des femmes du Québec, la FFQ, au moment de la grande mobilisation de la Marche mondiale des femmes. Aux côtés de Françoise David, elle est la toute première candidate de Québec solidaire après sa fondation en 2006. 5 campagnes plus tard, elle est élue députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques le 7 avril 2014. Elle raconte son cheminement politique atypique dans un récit autobiographique, Parler vrai, paru à l'aube des élections générales de 2018, après avoir mobilisé le fier monde de sa circonscription pour la sauver d'un redécoupage de la carte électorale. Manon, est élue
Co-porte-parole de Québec solidaire en mai 2017, la première femme lesbienne à diriger un parti politique majeur au Québec. La voix singulière de cette porte-parole des sans-voix a fait avancer bien des causes, dont l'environnement, les droits des femmes et des personnes LGBTQ, et la lutte contre la pauvreté. Au fil du temps, son franc-parler, son intégrité et sa grande humanité ont fait de Manon l'une des personnalités politiques les plus appréciées des Québécoises et des Québécois. On regarde ensemble une capsule vidéo que Manon a fait pour nous pendant ses vacances. Eh bien, très heureuse d'être avec vous, même si dans les fêtes je n'y suis pas physiquement et vous non plus. 2020 aura imposé de la créativité et nos communautés, on en a de la créativité. Alors, je suis très heureuse d'être là pour le coup d'envoi de cet atelier qui va nous amener, vous amener en fait, à réfléchir et discuter sur toute la question du travail, la nouvelle génération, vos valeurs, comment nos communautés ont envie d'aborder Parfait. Donc, merci beaucoup, Manon Massé, pour cette petite capsule vidéo. C'est vraiment apprécié. On va passer maintenant, si on peut passer juste l'affichage, on va passer aux remarques et aux mots de bienvenue de Simon Derry. Parfait. Donc, je vais juste présenter Simon avant de commencer. Donc, Simon Derry évolue au sein du mouvement Desjardins depuis plus de 25 ans. Son parcours professionnel lui a permis de diversifier ses expériences au fil des ans chez Desjardins. Monsieur Derry assume sa 3e direction générale de caisse depuis son arrivée à la Caisse Desjardins du quartier latin de Montréal en janvier 2020. Impliqué dans le comité LGBT+ de Desjardins depuis près de 10 ans, il en assume la présidence depuis 2018. Il s'est assuré au cours des années, avec l'appui de plusieurs collègues chez Desjardins, de faire évoluer les perceptions et les attitudes à l'égard de la communauté LGBT+, tant à l'interne qu'à l'externe du mouvement Desjardins. Au sein du comité, il s'assure de la mise en place d'initiatives porteuses favorisant l'ouverture et l'inclusion auprès des employés, des administrateurs, et des membres. En appui à ces initiatives, la haute direction du mouvement fait d'ailleurs de la diversité et l'inclusion l'une de ses priorités. Monsieur Derry est également gouverneur de la Fondation Émergence, homme d'action et ouvert à la différence. Simon favorise une approche humaine et collaborative, tout en exerçant un leadership inclusif et une influence positive dans tous les projets qu'il endosse. Je peux le certifier, donc merci beaucoup Simon, à toi. Merci Mathieu. Est-ce que ça fonctionne? Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci Mathieu pour cette belle présentation et bienvenue à cet événement virtuel de Fierté au Travail Canada. Certainement que plusieurs d'entre vous étaient présents au cocktail Pro-Fierté que Desjardins a présenté là, au cours des 5 dernières années qui se tenait là, sur la grande place du complexe Desjardins. Donc, évidemment, cette année, dans le contexte qu'on connaît, c'était tout aussi important pour Desjardins d'être présent pour cet événement, car la diversité et l'inclusion, ça s'arrête pas juste à des cocktails et ou à des défilés, comme le disait si bien Martine Roy dans la presse dernièrement. Donc, chez Desjardins, la diversité et l'inclusion, c'est au cœur de notre distinction coopérative. Tous sont les bienvenus chez Desjardins, que ce soit des membres clients, des employés ou des administrateurs, parce que nous sommes convaincus que la diversité et l'inclusion, par soit l'orientation sexuelle, le genre, l'âge, la culture, l'origine ou l'expérience, créent de la valeur dans les organisations. C'est pourquoi que nous affirmons notre engagement à bâtir un mouvement qui est le reflet de notre société et qui met de l'avant les différentes facettes de la richesse humaine. Depuis plusieurs années, nous avons chez Desjardins un plan de diversité et d'inclusion avec des cibles précises, puis nous avons développé des partenariats avec des organisations
qui œuvrent auprès de groupes afin de groupes sous-représentés dans les organisations. Et on parle de personnes qui font partie soit de minorités visibles ou sexuelles. Pour la communauté LGBT+, c'est avec des partenariats comme celui que nous avons avec Fierté au Travail Canada, notamment, qu'on parvient à mieux sensibiliser les employés, les gestionnaires de notre organisation sur les différents enjeux de la communauté. Nous voulons que tous et toutes puissent compter sur Desjardins comme employeurs, comme coopérative de services financiers pour réaliser le plein potentiel de leur vie dans une société qui reconnaît leur importance. Je tiens donc à vous remercier tous et toutes d'être présents aujourd'hui en ligne. Et comme Desjardins est également engagé envers la jeunesse, je voulais souligner que 2 $ par participant seront remis à l'organisme Fusion Jeunesse pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, en terminant, bonne semaine de la fierté et bon événement et au plaisir de se revoir en personne prochainement. Merci beaucoup, Simon, pour ces remarques. C'est toujours plaisant de t'entendre. Nous passons donc maintenant aux remarques de Mona Bello. Donc, Mona Bello est une Inuk originaire du Qaluit au Nunavut. Elle cumule de nombreuses années d'expérience au sein de diverses organisations autochtones, en plus des implications bénévoles, notamment à la coalition des familles LGBT où elle organise des activités sociales pour la ville de Québec. Mère de 2 enfants, elle a également travaillé auprès des Maoris en Nouvelle-Zélande et aux îles Cook. Elle a aussi été présidente de l'Association étudiante autochtone de l'Université Laval, en plus d'écrire la préface du livre Jeunesse autochtone, affirmation, innovation et résistance dans les mondes contemporains, paru aux presses de l'Université Laval ainsi qu'aux presses universitaires de Rennes. La justice sociale et l'équité sont des valeurs qui l'animent depuis toujours. Donc à toi, Mona, merci. Juste activer ton micro, je crois, Mona, parce qu'on ne t'entend pas. Bon, voilà. C'est parfait, Ça merci. marche? Et donc, pardon. Donc, mon nom, c'est Mona Bello. Merci beaucoup pour l'opportunité de, 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 de représenter mes frères autochtones, mes frères et sœurs autochtones euh, lors de cette présentation. Quand on pense à la situation des peuples autochtones au Canada, on peut penser d'un regard extérieur que tout est facile, qu'on vit beaucoup de privilèges dans différentes sphères, tant au niveau financier qu'au niveau pour l'accessibilité à l'emploi, parce que parfois il y a des emplois qui sont réservés aux peuples autochtones, mais vous allez voir, c'est pas toujours rose et c'est pas toujours facile quand on est un travailleur autochtone. Euh, En plus quand on accumule aussi le côté LGBT. Donc, si on commence directement avec l'entrevue, je crois pas qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont la crainte, quand ils arrivent en entrevue, de constater, de se poser la question, est-ce que les intervieweurs vont être racistes? Est-ce qu'ils ont des préjugés envers les peuples autochtones? Est-ce que le fait que justement on écrive qu'on a des expériences de travail sur communauté autochtone, est-ce que ça va me nuire pour passer l'entrevue et tout ça? Donc, est-ce qu'ils vont comprendre ma culture? Est-ce qu'ils vont comprendre mon accent? Est-ce qu'ils vont comprendre ma réalité? C'est parfois des choses qui vont nous préoccuper dès le départ, dès l'entrevue. Puis, je vais arriver plus tard là, dans la reconnaissance un petit peu de notre unicité culturelle, qui est vraiment la majeure partie de ce que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Pour ce qui sont ben, même ne serait-ce que pour la langue de travail, pour beaucoup de peuples autochtones au Canada, on est en situation, quand on parle anglais ou français, des fois on est en situation de deuxième ou troisième langue. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous nuire dès le départ aussi. Aussi au niveau des études pour entre à l'université ou au cégep et des trucs comme ça peut vraiment nous nuire, étant donné qu'on parle des langues qui sont non coloniales. Euh, Si on ne tient pas compte aussi du côté sexualité que tout le monde probablement connaît très bien ici, au niveau des préjugés, est-ce qu'ils vont comprendre c'est quoi que ça veut dire être two-spirit? Est-ce qu'ils vont comprendre que cumuler plusieurs intersectionnalités, ça peut être vraiment lourd pour une personne? Euh,
c'est de l'intersectionnalité, pardon, sexuelle, culturelle et linguistique. Ça peut être un gros mélange de toutes sortes de choses. Mais ce que j'aimerais partager avec vous principalement aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à l'unicité de notre culture. Euh, Quand on arrive et qu'on veut travailler dans un endroit ou juste se faire intégrer dans un endroit, c'est toujours quelque chose qui nous préoccupe de savoir est-ce qu'ils comprennent c'est quoi la culture autochtone? Est-ce qu'ils vont avoir des préjugés envers les peuples autochtones, qu'on est des privilégiés du système et tout ça, ce qui est absolument faux. Euh, Est-ce qu'ils vont commettre des micro-agressions au quotidien qui vont nous rendre inconfortables par rapport à notre culture, à notre identité culturelle et tout? C'est des choses qui parfois nous freinent et nous empêchent de vraiment se lancer euh, dans la sphère non autochtone, puis qui des fois nous amènent à se replier un peu sur nous parce qu'on veut rester avec des gens qui nous comprennent, et avec qui on n'a pas besoin de s'expliquer. Donc, par rapport à reconnaître l'unicité de notre culture, moi, ce que je suggérais, si vous avez l'occasion, la très grande occasion, la chance d'accueillir quelqu'un issu d'une nation autochtone, euh, ce que je vous suggérais, c'est vraiment de reconnaître son unicité culturelle. C'est pas parce qu'une personne est née dans une réserve près de cette île ou qu'elle est née sur le territoire du Québec, que nous sommes des Québécois. Oui, sur notre, euh, sur notre permis de conduire, c'est peut-être marqué qu'on est Québécois, mais euh, la richesse de notre culture, il faut la comprendre. Il faut comprendre l'histoire des peuples autochtones, l'histoire de colonisation qui fait encore des ravages aujourd'hui. Euh, il faut reconnaître qu'on a une histoire très, très riche et qu'elle est complètement à part de l'histoire du Québec. Donc, il faut connaître la culture autochtone, les cultures autochtones pour pouvoir les reconnaître. Il faut comprendre l'histoire de colonisation pour pouvoir comprendre d'où est-ce qu'on arrive, c'est quoi un peu les différentes luttes qui nous animent. Euh, Ce qu'il faut aussi comprendre, euh, et, c'est que nos valeurs, et c'est un peu complexe à expliquer pour des personnes qui n'ont jamais côtoyé des peuples autochtones dans le passé, mais nos valeurs autochtones, souvent, elles sont diamétralement opposées aux valeurs de la société dominante euh, non autochtone d'aujourd'hui. Euh, pour nous, l'humilité et l'idée de ne jamais s'imposer à l'autre personne avec qui on est en contact, c'est ce qui est le plus important. Et ça, c'est à travers toutes les nations indigènes à travers le Canada. Et pour avoir travaillé avec les Maoris, nos valeurs, elles sont très similaires aussi. Donc, l'humilité et l'idée de ne jamais s'imposer aux autres, c'est quelque chose avec lequel il va falloir que vous vous initiez. Si vous avez quelqu'un qui travaille chez vous, qui est issu d'une nation autochtone, parce que nous, l'humilité est de ne jamais s'imposer aux gens. C'est vraiment les fondements de notre culture. Donc, en milieu de travail et dans la société allochtone, c'est-à-dire non autochtone, euh, québécoise d'aujourd'hui, ce qui est vraiment privilégié, c'est de démontrer qu'on a vraiment une confiance en soi, de démontrer qu'on veut prendre notre place, qu'on est prêt à prendre notre place, et c'est aussi important d'être vu comme quelqu'un qui est capable de rallier ses idées aux autres. Et puis, ça peut passer par des trucs comme euh, donner des poignées de main qui sont vraiment très vigoureuses en entrevue, alors que pour nous, donner une poignée de main qui est douce, ça peut être vu dans la population non autochtone comme étant une forme de soumission ou de passivité, mais c'est vraiment une forme de respect. Donc, c'est dans des choses comme ça, très subtiles, qu'on voit vraiment les différences culturelles entre les peuples autochtones et la société dominante d'aujourd'hui, la société coloniale blanche non autochtone. Puis, ça fait pas qu'on n'a pas confiance en nous. Au contraire, c'est qu'on a tellement confiance en nous qu'on veut pas s'imposer aux autres. Euh, que on va, on accepte aussi le consensus de ne pas avoir de consensus. C'est pas important dans nos réunions, la majorité, des votes de majorité, des choses comme ça.
C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On peut arriver à dire, bon, on n'est pas d'accord, on n'arrivera pas à un consensus, mais comment est-ce qu'on peut réussir à quand même travailler ensemble? Euh, Ce sont toutes des subtilités là, qui sont vraiment importantes quand on entre en contact avec une personne non autochtone. Puis, c'est vraiment important de toujours être ouvert euh, à se faire apprendre des choses par nous. Pendant longtemps, les peuples autochtones, on était vraiment, à cause de toute l'histoire de colonisation qui est très, très récente, on s'entend, on a été vraiment vus comme étant un peu des gens sur nos réserves, nos communautés. On prend pas trop notre place dans la culture non autochtone et tout, mais ça tend vraiment à changer. On a de plus en plus de gens qui sont éduqués avec une éducation formelle, on s'entend. Parce que l'éducation non formelle pour les Autochtones, c'est ce qui est le plus important. Pour nous, c'est de savoir chasser, c'est de savoir pêcher, c'est de reconnaître pouvoir lire la météo. Donc, les connaissances traditionnelles, c'est vraiment très important pour nous. Et puis, des fois, la connaissance plus académique, plus scolaire, c'est pas ça qui, je veux pas dire que c'est pas valorisé, mais c'est qu'on est tellement en mode survie au niveau culturel, linguistique dans certaines communautés, chez certains peuples, qu'il y a des gens qui vont vouloir privilégier de rester dans leur communauté pour pouvoir justement aller chercher tout ce bagage de connaissances-là de nos, euh, an- de nos ancêtres, des connaissances millénaires. Euh, donc, c'est ça. Il y a éducation formelle, académique et aussi éducation, connaissance sur le territoire et tout ça, connaissance de notre langue. Donc, j'aurais tellement à dire, mais c'est que ce que je veux dire, c'est que nous, les peuples autochtones, on a beaucoup à vous apprendre aux non-autochtones. Euh, Puis, il faut rester ouvert à avoir un dialogue respectueux, ne pas commettre des microagressions, s'informer un peu sur les microagressions qu'on peut avoir au niveau comme racial et compagnie, racial, linguistique. Puis de vraiment entamer un vrai dialogue, puis vraiment apprendre à se connaître. Et puis le milieu de travail, c'est un endroit merveilleux pour apprendre à se connaître, pour créer des ponts entre nos nations, entre nos cultures, entre nos peuples. Donc, c'est une belle occasion pour moi de venir partager la petite pointe de l'iceberg que je vois par rapport à euh, la jeunesse autochtone en milieu de travail, mais qui est LGBT en plus. Donc là, on ajoute une couche euh, d'intersectionnalité, mais c'est vraiment de reconnaître que nous, les peuples autochtones, on a des cultures qui sont millénaires, qui sont uniques, qui sont riches, qui sont belles et qu'elles doivent être valorisées euh, dans le milieu du travail. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Je pourrais tellement en dire plus, mais j'avais juste quelques minutes. Donc, voilà. Merci énormément, Mona. C'était vraiment inspirant. Merci de ton humilité. Merci de nous éduquer, nous sensibiliser sur la culture autochtone. C'est vraiment, j'en ressors grandi. Je trouve que c'est super inspirant. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment touchant. Un grand merci à toi. Donc, je vais passer donc à l'introduction de notre modérateur, donc pour le panel aujourd'hui. Donc, Gabriel Brand-Lopez, qui est président fondateur, de Fusion Jeunesse. Originaire du Guatemala et diplômé en communication de l'Université Concordia, Gabriel a fondé Fusion Jeunesse en 2009, organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à la persévérance scolaire, à l'employabilité et à l'engagement civique des jeunes. Fusion Jeunesse est une entité franco-québécoise qui compte plus de 250 employés et qui travaille toutes les semaines avec 13 000 jeunes dans 200 établissements à travers le Canada, donc le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, et en France, en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France. Gabriel est également cofondateur donc de Robotique First Québec et du Festival de robotique annuel et a reçu plusieurs reconnaissances et prix prestigieux pour son travail, notamment Entrepreneur social de l'année par Ernst & Young et Mercuriade de la Fédération des chambres de commerce du Québec. En mars 2019, il reçoit la médaille du service méritoire, une décoration du système de distinction canadien, décernée par la gouverneure générale du Canada. En 2015 et 2016, Gabriel fut le président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et au Canada,
Il fut l'un des 8 membres, du groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes, un mandat confié par le premier ministre Justin Trudeau et la ministre de l'Emploi. Donc, Gabriel a travaillé au Sénégal et en Ouganda et fut conférencier ou participant dans le cadre de missions commerciales ou de sommets en Chine, en Inde, en Israël, aux États-Unis. Depuis février 2018, il habite Bordeaux en France. Donc, un énorme merci, Gabriel, d'être avec nous aujourd'hui et je te donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend correctement? J'espère que oui. Quel plaisir d'être là aujourd'hui. Comme Mathieu l'a dit, Fusion travaille énormément avec des élèves à travers le pays, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et même en France, en milieu autochtone, en milieu rural et urbain. Donc, merci de nous accueillir. Et je sais pas, je vois qu'il y a beaucoup de participants, participantes. Donc, s'il y a des enseignants, des parents, des jeunes ou des individus, vraiment des directions d'école qui veulent avoir des projets innovants dans leur établissement scolaire dès la rentrée, écrivez-nous sur fusionjeunesse.org. Nous avons même lancé la campagne Lâche pas, persévère. Il y a beaucoup d'informations pour vous. Donc, si vous voulez des programmes, soit en design, en entrepreneuriat, en art ou en génie, on est là pour vous. Ou si vous êtes des jeunes diplômés dans différents secteurs, écrivez-nous aussi. Nous avons des emplois pour vous à titre de coordonnateur. Donc, on a bien hâte de vous entendre. Et donc, avant de parler des conférenciers, des panélistes, je tiens vraiment à remercier Fierté au travail, Pride at Work, de m'inviter à titre de modérateur. Je suis très content d'être là pendant mes vacances pour modérer ce magnifique panel. Vous l'aurez vu dans la programmation, nos invités ont des backgrounds, on va dire, ont vraiment des chapeaux éclectiques qui viennent tous de secteurs différents. Et donc, moi, j'ai le bonheur de les présenter et ensuite de modérer la discussion. Donc, allons-y. Je pense que je vais vous présenter un peu, pas en rafale, mais je vais un peu réduire le temps de présentation pour qu'on puisse vraiment discuter. On est tous là pour, toutes et tous là pour les discussions. Donc, je vais vous parler de 2 chapeaux pour chacun et chacune des panélistes. Puis ensuite, on va lancer la discussion. Donc, le premier panéliste, Andrei Pascu. Il y a 2 chapeaux. D'un côté, son chapeau, il est associé chez Macmillan, où il est un porte-étendard des initiatives de diversité et d'inclusion. Et d'un autre côté, il est vice-président du GRI Montréal, un organisme communautaire à but non lucratif qui rencontre plus de 27 000 personnes par an et démystifie les orientations sexuelles et les identités de genre par la méthode du témoignage. Donc, bonjour Andrei, comment vas-tu? Bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. En plus, le sujet du panel tombe à point puisque vous voyez, veston cravate aujourd'hui. Je suis en plein recrutement étudiant pour notre cabinet, donc c'est en plein dans le sujet de la journée. Merci. Excellent, génial. Écoute, je te reviens sous peu. Je vais présenter nos 2 autres panélistes, puis ensuite on va lancer la conversation. Deuxième panéliste, Caroline Johannis. Donc, Caroline aussi a plusieurs chapeaux. J'en ai 2 à présenter. D'un côté, elle est directrice en développement des affaires chez Desjardins, où elle siège sur le comité LGBT+. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Desjardins pour le soutien envers ce panel et aussi envers Fusion avec le don pour les participants et participantes d'aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier chapeau de Caroline. Et l'autre chapeau, qui est fascinant également, elle est candidate au doctorat en sexologie à l'UQAM. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Je t'entends pas, ton micro. Vraiment désolé. Bonjour tout le monde, merci, très contente d'être là aujourd'hui. Ben écoute, on a hâte de t'entendre sous peu. Et là, je vais présenter notre 3e panéliste. Donc, nous avons également Henri-June Pilote. Henri-June également a 2 chapeaux. D'un côté, Henri-June est blogueur en éducation à la sexualité et animateur du podcast C'est quoi mon genre? Et de l'autre côté, Henri-June est directeur général de l'organisme communautaire Alter Hero, dont la mission est de soutenir l'épanouissement des jeunes de 14 à 30 ans concernant leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leur sexualité. Bonjour Henri-June. Bonjour, ça va bien? Presque. Ça va et toi? Presque. Tu m'entends? Tu m'entends-tu? Ça va et toi? On a des petits glitches, mais bon, je t'entends, on a des petits glitches, mais bon, je t'entends,
On va s'en sortir. Bon, on va s'en sortir, en effet. Donc, moi, j'aurai 3 questions pour nos panélistes. Ça coupe un peu, mais je vais m'assurer de parler sans m'entendre. Je pense qu'il y a des petits glitches, mais bon, c'est la technologie. On doit vivre avec tout ça. Comme je le disais, j'aurai 3 questions pour nos panélistes aujourd'hui. La première question, vous allez voir, j'ai un thème par question pour vraiment aller creuser bien l'information auprès de nos panélistes. Donc, la première question pour chacun et chacune des panélistes, j'aimerais leur parler de leur expérience. Donc, là, je cherche vraiment de l'inspiration de leur part. Donc, pour chacun et chacune, qu'est-ce qui vous a mené à vous impliquer au sein de vos organisations, premièrement et avant tout, et avez-vous une anecdote ou une histoire inspirante qui vous a grandement touché? Et pour cette question, on va commencer avec Andrei. Oui, bonjour. Merci Gabriel. Je vais renverser l'ordre des réponses. Je vais commencer par l'anecdote et ensuite je vais expliquer pourquoi est-ce que je me suis impliqué. En fait, j'ai commencé au sein de mon bureau il y a environ 10 ans comme jeune avocat et ne connaissant pas nécessairement l'entreprise avant de commencer à y travailler, j'ai pas tout de suite voulu divulguer que j'étais homosexuel et j'avais une certaine réserve et je savais pas vraiment quand est-ce que serait le bon timing. J'ai commencé par un stage. Pendant le stage, mon seul objectif était d'être réembauché par la suite. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas bien de divulguer tout de suite que je suis homosexuel et tout. Et finalement, peut-être un an après avoir travaillé dans l'entreprise, je me rappelle de mon coming out au sein du cabinet. Ça s'est fait au lunch autour de la table avec quelques collègues où les gens parlaient de leur week-end. Qu'est-ce que tu as fait ton week-end dernier? Tout ça. Puis moi, le week-end précédent, j'étais allé à la Fierté à Toronto. Et donc là, j'ai dit, je suis allé à la Fierté à Toronto avec mon copain. Et à ce moment-là, surprise, aucune réaction. Et, comme beaucoup d'entre nous peuvent comprendre, on a des anticipations négatives par rapport à notre coming out et finalement, lorsqu'on le fait, il y a juste pas grand-chose qui se passe. Et donc, par la suite, j'ai décidé, avec plusieurs autres personnes chez Macmillan, d'initier le groupe d'affinité LGBTQ+, chez Macmillan. Et un des objectifs de ce groupe-là, je pense que ça répond aussi à tout simplement dire aux gens qui font partie de la communauté, l'entreprise accepte pleinement toutes les personnes avec tout le bagage de leur diversité dans lequel ils viennent. Et l'existence d'un tel groupe aurait probablement fait en sorte que, jeune moi, je ne me serais jamais posé la question, est-ce que c'est correct, c'est pas correct, comment je fais, je le dis, je le dis pas. J'aurais eu comme un saut d'approbation de l'entreprise avant même de penser à le faire. Et donc, je pense que c'est important aux entreprises d'envoyer un message comme ça auprès de leurs employés, de vraiment dire, exprimez-vous entièrement pour qui vous êtes, sans réserve, et nous sommes là pour accueillir votre diversité. Donc ça, je pense que c'est un des premiers objectifs de ces groupes d'affinité LGBTQ. Et ensuite, par la suite, ça sert à éduquer, à faire de la formation, à sensibiliser les alliés, sensibiliser nous-mêmes en tant que membres de la communauté, nous en apprendre plus. Donc, je pense que c'est très important de s'impliquer. Puis, au fur et à mesure que je me suis plus impliqué dans ce groupe d'affinité, j'en ai moi-même appris énormément. Merci infiniment, Andrei. Et qu'est-ce que Caroline nous dirait concernant la première question? Moi, de mon côté, c'était plus au niveau de la prestation de service. Même avant de travailler pour Desjardins, quand j'allais rencontrer un conseiller ou une conseillère en caisse pour mes projets, il y avait toujours une petite barrière parce que souvent, on nous demande si nos projets sont à faire avec un conjoint, une conjointe. Puis ce que j'avais trouvé difficile, c'est quand un conseiller ou une conseillère prend pour acquis qu'on est hétérosexuel puis demande le nom du conjoint, c'est encore une barrière supplémentaire à ajouter pour dire non, c'est pas un conjoint, c'est une conjointe. C'est encore plus difficile là, à ce moment-là. Donc, moi, c'est ce qui m'a vraiment frappée avant de travailler dans une institution financière, à vouloir sensibiliser mes collègues à ne pas proposer de genre en soi quand on pose des questions comme ça là, par rapport au projet
que ce soit l'achat d'une propriété, que ce soit au niveau fiscal. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, qui m'a poussé à vouloir m'investir dans mon organisation qui est Desjardins, à vouloir là, aider mes collègues à améliorer leurs prestations de services auprès des personnes là, des communautés LGBTQ+. Et pourrais-tu nous parler de comment ça se passe, ton doctorat? T'es toujours candidate? Oui, effectivement, le dépôt de ma thèse est prévu pour le mois de décembre de cette année. Je me spécialise particulièrement au niveau de l'auto-identification des non-hétérosexuels, donc au niveau de la bisexualité, la pansexualité. Je me penche également un peu au niveau des prédicteurs, donc je m'intéresse également dans le milieu du travail à voir pourquoi certaines personnes, là, on a déjà certaines réponses, mais pourquoi certaines personnes hésitent à s'identifier d'une minorité sexuelle dans le milieu du travail. Donc, il y a encore des micro-agressions, il y a encore des choses qui se passent, il y a encore des améliorations à voir, mais c'est comme des journées comme aujourd'hui qu'on peut lutter tous ensemble là, pour essayer d'apporter des changements. Bon courage avec ce doctorat. Et pour la troisième réponse à ma première question, Henry June, est-ce que tu nous entends? Et est-ce que le son... Je me suis déplacé à la cuisine, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui? Parfait. Moi, je t'entends plus, mais c'est correct. Alors, je vais parler un peu dans le fond de mon profil, puis aussi de mon parcours. Je suis directeur général à Alter Hero, qui est un organisme communautaire. Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est un peu plus en lien avec comme dans le communautaire, il y a une reconnaissance, dans le fond, de l'expertise individuelle, mais aussi de l'expertise bénévole. Donc, moi, je suis une personne trans, une personne queer, LGBT, puis j'ai vécu mes coming out dans un contexte scolaire. Donc, j'ai fait mon coming out premièrement lesbienne lors de mon premier bac, et j'ai dû comme lâcher l'école pour pouvoir faire ça, pour pouvoir comme, me concentrer sur mon coming out, tandis que j'ai fait mon coming out trans quand j'étais encore à l'école en études féministes. Donc, je suis quelqu'un qui n'a jamais réussi à finir, en fait, mes études universitaires parce que j'étais aux prises avec ma santé mentale et avec mes coming out. Et un truc que j'ai beaucoup apprécié, en fait, dans le communautaire, c'est la reconnaissance, dans le fond, de même si j'ai pas nécessairement de diplôme, j'ai plusieurs années d'études, j'ai fait beaucoup d'activités bénévoles, beaucoup de siéger sur des CA et tout ça, dans des ateliers, puis ça m'a vraiment donné comme un sentiment d'accomplissement, d'être capable d'avoir un travail à la direction générale d'un organisme, malgré le fait de ne pas avoir, dans le fond, de baccalauréat. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait parler plus. Pour mon petite anecdote, je vais parler de finances. Donc, quand je suis arrivé à l'organisme Alter Hero, j'avais un peu peur de travailler, de comme faire les finances de l'organisme et tout ça, parce que je viens d'un milieu plus pauvre, puis souvent dans les milieux plus pauvres, on a un peu peur de l'argent, on a un peu peur de discuter d'argent et tout ça. Et je dirais que j'ai vraiment été surpris quand de own, dans le fond, de pouvoir m'empouvoirer avec apprendre comment les budgets fonctionnent, apprendre comment les finances fonctionnent, de pouvoir faire des demandes de subventions, tout ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné beaucoup de sentiments d'appartenance, de pouvoir. Puis je pense que c'est un truc qui serait vraiment important puis intéressant de faire des formations puis du suivi adapté pour les groupes communautaires LGBT, en tout cas ce qui a lien avec finances, comptabilité et tout ça. Donc, c'est mon petit moment. Merci infiniment, Henry June. Merci aux trois panélistes pour la première question et les réponses. La deuxième question. Là, je veux parler des barrières, les barrières auxquelles font face les jeunes. Et j'aurai pour vous une mise en situation. Donc là, je vous demande de sortir de votre rôle et vraiment de prendre le nouveau rôle que je vous donne. Vous êtes PDG ou directeur, directrice RH, donc ressources humaines, au sein d'une grande entreprise ou d'une PME. À vous de choisir. Comme vous le savez, l'impact de la lesbophobie, de la biphobie, de la misogynie, de la transmisogynie, etc. Il y a beaucoup de phobies, vous le savez, dans notre communauté. Donc, l'impact sur le lieu de travail des jeunes LGBTQ+ est majeur. Donc, si vous étiez PDG ou en charge d'une direction RH, quelles seraient vos actions innovantes et concrètes, surtout concrètes, je vous demande d'être concret, pour briser les barrières que les jeunes LGBTQ doivent affronter afin d'accéder et de rester dans le milieu du travail canadien. Et je termine en vous disant, sortez des sentiers battus,
sortez des exemples qu'on connaît déjà. Donc, allons au-delà de la mise en place du drapeau de fierté et des autocollants d'espace sécuritaire qui sont très importants. Mais je vous demande des innovations et vraiment des solutions concrètes. Donc, pour celui-ci, nous allons commencer avec... Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est sûr que j'ai un bel exemple là, au niveau de Desjardins. Là, on est quand même là, très, très avancé au niveau là, de la mise en place des initiatives au niveau de diversité et inclusion. Personnellement, ce que je ferais, c'est que je mettrais en place un questionnaire, un peu comme un Office Vibe, si certaines personnes le connaissent, pour essayer d'avoir le pouls sur le terrain, vraiment avoir un questionnaire confidentiel qui permettrait aux gens de pouvoir s'exprimer et voir ce qu'ils vivent vraiment là, au jour le jour là, sur le terrain, au travail. Puis par la suite, je prendrais ces résultats-là pour essayer de mettre en place des solutions afin d'améliorer vraiment l'espace de travail. Également, la mise en place de comités pourrait être pertinente, ou ça pourrait être également là, du parrainage pour essayer de voir là, si certaines personnes ont besoin de faire du maillage avec d'autres employés qui sont peut-être un peu plus à l'aise là, dans leur milieu de travail au niveau de leur identité sexuelle. À ce moment-là, ça pourrait les appuyer puis leur permettre d'avoir une personne avec qui en parler, d'avoir un allié s'ils ne sont pas nécessairement à l'aise d'en parler avec leur gestionnaire immédiat. Excellent. Merci infiniment, Caroline. Et cette fois-ci, le deuxième intervenant sera Henri June. Donc, comme Caroline, je pense que la mise en place de comités, c'est vraiment important. Donc, j'ai écrit offrir aux employés un endroit sécuritaire où est-ce qu'il y a la possibilité de ventiler sur des microagressions à l'intérieur du travail sans peur de faire face à un renvoi ou sans peur de faire face à des conséquences directes par rapport à ça. Puis qu'est-ce que j'ai dit aussi, s'il y avait jamais une instance d'agression à l'interne, de créer dans le fond une consultation interne rémunérée avec les employés LGBT pour discuter dans le fond de pistes de solutions ou d'aller chercher une aide externe pour aller chercher des pistes de solutions. Donc si il y a une agression interne, une personne LGBT qui ne se sent pas confortable à l'intérieur du milieu de travail, de vraiment donner la place dans le fond, mettre les personnes LGBT au front, puis leur donner l'espace dans le fond pour dire qu'est-ce qu'elles ont envie qui change et qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Merci Henri June. Et maintenant au tour d'Andrei. Oui, alors définitivement l'ensemble des suggestions de mes prédécesseurs sont super importantes, je pense. Moi, ce que j'ajouterais, c'est l'importance de la formation. Et non seulement des formations qu'on fait simplement donner juste pour s'assurer de cocher une case dans un formulaire. Je pense que c'est important de rendre les formations obligatoires pour arriver à certains postes de direction ou de pouvoir dans l'entreprise. Je vais vous donner un exemple concret dans le cadre du recrutement que justement je suis en train de faire au sein de mon cabinet maintenant. Pour être recruteur, il faut avoir suivi une formation sur la diversité. Pour moi, c'est essentiel que les gens qui prennent des décisions, que ce soit sur le recrutement de nouveaux et nouvelles employés, ou encore les gens qui prennent des décisions à des hauts niveaux de l'entreprise, aient reçu justement une formation sur la diversité, sur l'inclusion, sur comment mieux comprendre les réalités de la communauté LGBTQ, mais ce n'est pas la seule communauté qui a besoin d'avoir de la démystification par rapport à leur réalité. Donc ça, c'est un élément, selon moi, crucial. Un deuxième élément que j'apporterais est justement à avoir la nombreuse et la qualité des gens qui assistent aujourd'hui à la présentation et qui travaillent dans des entreprises hyper diversifiées, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir des entreprises que vous avez sur d'autres entreprises et en fait l'influence que les entreprises ont entre elles. Personnellement, en tant qu'avocat dans un cabinet, je suis un consultant qui offre mes services à des clients. Mais les clients qui prennent nos services exigent de nous, en tant que consultants, de satisfaire certains objectifs en matière de diversité. Et donc, nos clients, jusqu'à un certain point, nous forcent à avancer et à rendre des comptes à quelqu'un qui nous paye pour nos services, envers qui on veut avoir plus d'opportunités de vendre nos services, mais à condition qu'on respecte certains
objectifs de diversité. Et je vois justement Desjardins qui a un rôle important dans la présentation d'aujourd'hui. Les grandes banques exigent beaucoup de leurs fournisseurs de services une certaine diversité, d'adopter des bonnes pratiques, de la même manière que certaines entreprises l'exigent de leurs banques. Et justement, l'ensemble du réseau est interdépendant et en fait s'amène à grandir ensemble. Et donc, je pense que justement, tous les gens autour de la table ont un rôle direct à jouer dans la promotion de la diversité, non seulement à l'interne au sein de leur entreprise, mais également à l'externe avec leurs clients, avec tout le monde avec qui ils font affaire. Merci infiniment, André, pour ta réponse. Donc là, on va passer à la troisième question. Et là, le thème, c'est motivation ou démotivation. Donc la question pour vous est la suivante. Avez-vous déjà été démotivé dans votre vie? Si oui, que diriez-vous à une jeune LGBTQ qui est démotivée en ce moment? Donc pour celle-ci, je vais commencer avec Henry June. Et Henry June, d'ailleurs, tu nous parlais un peu plus tôt de comment tu as vécu ton coming out. Donc, ton micro. Hey! Ouais! C'est clair qu'en tant que personne LGBT, on a tous déjà vécu de la démotivation et aussi de la motivation parce que c'est pas facile de vivre dans un monde où est-ce que on doit faire des coming out et ça fait face à notre santé mentale. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que je dirais à une jeune, ce serait de trouver en premier qu'est-ce qui nous passionne, de pas avoir peur que cette passion-là peut changer dans le temps. Puis lorsqu'on trouve cette passion-là, de savoir dans le fond se créer un cercle de support autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Puis de pas avoir peur de demander de l'aide en fait, parce que demander de l'aide c'est pas une vulnérabilité, en fait c'est une force. Et avec notre santé mentale, puis en lien avec tout ça, aussi demander, d'être vulnérable avec les gens avec qui on a confiance, puis de dans le fond, être vulnérable avec eux, leur dire comment on se sent, parce que souvent, on a l'impression que de cacher les choses ou de paraître plus fort va faire qu'on va aller plus loin, mais moi, je pense personnellement que d'être franc et d'être vulnérable avec les gens autour de nous fait qu'on se rend plus loin, puis qu'on se sent mieux, en fait. Donc, je dirais, ça serait ça. Merci, Henry June. Maintenant, au tour de Caroline. Ben, de mon côté, quand j'étais là au début de l'âge adulte, ce que j'ai trouvé difficile, c'est vraiment ma transition là du cégep au niveau collégial vers l'université. J'ai terminé le cégep avec un relevé de notes vraiment peu reluisant. J'ai vraiment profité de la vie à ce moment-là. Puis j'ai quelqu'un de mon entourage très proche qui m'a dit qu'avec un relevé comme celui-ci, je pourrais jamais aller à l'université. C'est ce qui m'a motivée, puis je me suis dit que j'étais pour lui prouver le contraire. Puis après un bac, une maîtrise et bientôt un doctorat, ben j'ai très hâte de revenir voir cette personne-là, puis lui montrer mon accomplissement. Mais au fond, là, ce que je dirais aux jeunes, c'est de dire de ne pas lâcher, d'être résilient, puis de croire en vous, puis pas nécessairement tenter d'être meilleur de votre voisin, mais essayer de vous battre vous-même, puis à ce moment-là, essayer de vous dépasser, mais par rapport à vos accomplissements antérieurs et non pas se comparer aux autres. Puis à ce moment-là, c'est comme ça qu'on devient meilleur de jour en jour. Merci, Caroline. Andrei, à ton tour. Oui, alors, je pense que, comme vous le disiez, c'est sûr, on a tous senti en tant que personne LGBTQ+, à un moment donné, une certaine démotivation. Je pense que ça fait partie du parcours du coming out et notamment, je pense par exemple aux campagnes qui ont eu lieu aux États-Unis sur le thème de It Gets Better. C'est très important, je pense, de souligner au sein des jeunes de la communauté LGBTQ que le facteur de diversité, en fait, peut être utilisé comme un atout. Vous avez dans les équipes dans lesquelles vous intégrez vraiment une capacité de ajouter un point de vue différent, ajouter le point de vue d'une personne qui fait partie d'une communauté justement minoritaire. Et donc, c'est vraiment important de ne pas se laisser freiner par son facteur diversifiant et au contraire l'utiliser comme un tremplin, l'utiliser comme un moyen d'apporter des nouvelles idées. Un des éléments dans lesquels je pense que les entreprises doivent
doivent reconnaître, c'est constamment repenser ce qu'on tient pour acquis, repenser les méthodes, repenser comment est-ce, et justement en tant que personne de la communauté, vous pouvez apporter de nouvelles idées là-dessus. Merci, André. Et là, je pense qu'on a quelques minutes, à moins que Pride at Work, Fierté au travail me dise le contraire. Je pense qu'on a quelques minutes pour des questions supplémentaires. J'ai pas fini avec les panélistes. Je pense que, premièrement, si en tant que public, en tant que participant, vous avez des questions à nous poser, allez-y. On va les attendre sur le chat. Donc, on vous demande de nous envoyer des questions vraiment liées au thème qu'on a discuté. Peut-être pas des questions personnelles pour chaque panéliste, mais vraiment sur les sujets qu'on a abordés. Et je vous dis déjà que un des points que j'aimerais aborder, ou le point que j'aimerais aborder pour la conclusion, c'est les enjeux à venir. Donc, je prépare déjà les panélistes à cette question et je leur demanderai d'être brefs. Votre défi sera de me donner en une ligne, en une phrase, quels sont les enjeux qui touchent la communauté, surtout les jeunes de notre communauté. Mais avant de poser cette question à nos panélistes, je me disais, est-ce qu'il y a une question ou deux, ou trois, gros max? J'ai eu le droit à 3 questions, je vous donne 3 questions au public. Donc, allez-y, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il y en a une qui vient de rentrer. Avant même d'établir des pratiques pour assurer des espaces inclusifs, quelles seraient vos idées ou suggestions pour éliminer les obstacles au recrutement de personnes LGBTQ2S+? Qui de nos panélistes aimerait prendre la parole? Donc, des suggestions pour éliminer les obstacles au recrutement des personnes. Ah, donc très bonne question, et c'est André. Peut-être, pour commencer, je pense que les entreprises doivent aller vers les personnes LGBTQ+. C'est important qu'on se rend compte que, je pense, il y a de la place dans les entreprises pour les gens de la communauté. Par contre, peut-être que la communauté n'a pas nécessairement à des appréhensions. Donc, je pense que c'est important de participer aux événements, participer à la fierté, participer à la journée communautaire, faire des campagnes de recrutement ciblées pour les personnes LGBTQ+. Parce que je pense qu'on a tous autour de la table et probablement dans les participants, beaucoup d'entre nous ont déjà entamé leur carrière, mais il faut également se concentrer sur les gens plus jeunes, que ce soit au secondaire, au cégep, au début de l'université, leur lancer des messages que le milieu du travail est prêt à les accueillir. Comme ça, avant même qu'ils développent une appréhension par rapport à cette question-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de promotion à faire super important auprès de la communauté par les différents employeurs dans des foires et tout ça. Donc, ce serait un élément de réponse. Merci André. Je ne sais pas si Henri June ou Caroline veulent compléter. Entre-temps, on a une autre question du public. Qu'est-ce que vous pensez est nécessaire de mettre de l'avant pour rendre un organisme attirant ou pour donner confiance aux candidates et leur donner le goût de postuler? Bonjour, je vais y aller, c'est correct? Oui, alors je dirais que qu'est-ce qui est important dans une perspective trans, ce serait d'être clair sur les politiques internes par rapport au changement de nom, par rapport à l'égalité dans le fond, comme par exemple si vous allez engager quelqu'un que ses cartes d'identité ou son numéro d'assurance sociale ou peu importe ne correspond pas dans le fond au genre que la personne présente, de juste être clair en fait que ce ne sera pas un problème, d'être clair que même si sur ta carte d'assurance maladie c'est écrit que tu es un garçon mais que tu es une fille, en fait, de dire que ce ne sera pas un obstacle à l'embauche et que ce ne sera pas un obstacle non plus, que tu n'auras pas à faire face à des moments où est-ce que tu te présentes à tes collègues et qu'il y aura un drôle de moment. Je dirais aussi par rapport aux enjeux de la non-binarité, d'être, quand on envoie des demandes d'emploi, d'être encore une fois clair en utilisant des
des termes non-binaires, des termes gender neutral, dans le fond, quand on écrit nos demandes d'emploi. Donc, de vraiment, et un petit plus, ce serait vraiment par rapport aux salles de bain, de juste être clair, quitte à faire un petit vidéo, en fait, de si vous avez déjà des Au Je peux ajouter, c'est super important, mais je pense qu'une chose aussi, faut insister, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes de pouvoir, que ce soit trans, gays, lesbiennes, non-binaires, dans les entreprises. Donc, l'objectif, je pense, après la formation, ou l'objectif de la formation, c'est justement de faire en sorte que nos entreprises deviennent des terreaux fertiles dans lesquels les membres de la communauté peuvent se développer. Et l'important, c'est, si on veut vraiment walk the talk, ben, il faut justement qu'après, qu'on voit le leadership, qu'on voit les positions dans l'entreprise. Merci Andrei. Fierté au travail me dit que nous avons le temps pour une autre question, ou peut-être deux autres questions. Donc, j'incite les participantes à nous envoyer d'autres questions. La voici. Quels seraient des signes auxquels une organisation devrait porter attention pour ne pas passer à côté des difficultés d'inclusion vécues par des membres de son personnel? Donc là, on cherche des signes auxquels l'organisation devrait porter attention. Qui veut se lancer? Donc, ça veut dire que c'est une très bonne question. Effectivement, Allez, c'est Caroline. une très bonne question, mais selon moi, ça serait vraiment là, pour essayer de travailler pour lutter contre l'isolement. Donc, ce serait également, c'est sûr, d'avoir des rencontres individuelles avec certains employés pour s'assurer qu'ils ne se sentent pas obligés là, de s'exposer là, toujours là, devant une équipe de travail. Mais ce serait, selon moi, le rôle du gestionnaire de s'assurer que ces employés vivent bien là, au jour le jour dans leur milieu de travail, qu'ils ne sentent pas à ce moment-là là, d'agression de la part de leur père. Donc, ce serait vraiment là, au niveau de la validation auprès de chaque employé de façon individuelle et également au niveau collectif. Parfait. Merci Caroline. Et il y a une dernière question de Régis qui vient de rentrer. Je pense que ce sera la dernière, à moins qu'on me dicte autrement. Donc, personnellement, j'aimerais savoir s'il existe des personnes LGBTQ+, avec des handicaps physiques, et si oui, donc la question c'est est-ce que ça existe? Donc, je vous laisse répondre, bien sûr. Et si oui, existe-t-il des défis supplémentaires pour ces personnes en question? Donc, je laisse les panélistes répondre. Bonjour, je vais prendre la parole parce que à Alter Hero, on a un programme spécifiquement pour les jeunes LGBTQ+, qui sont neurodivers. Donc, on a plusieurs comorbidités, souvent dans le fond, les handicaps physiques et les problèmes de santé mentale ou développementaux. Donc, je dirais que oui, il existe bien sûr des personnes LGBTQ+, avec des handicaps physiques. Un truc qui me vient vite, en fait, pour des obstacles supplémentaires, ce serait la difficulté au diagnostic et la difficulté
à tout ce qui a rapport avec l'adoption. Donc, je dirais que souvent, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale forts ou qui ont des handicaps physiques vont vivre une difficulté, dans le fond, à aller chercher un diagnostic, disons, de transidentité ou à pouvoir avoir accès, dans le fond, à l'adoption, parce que c'est souvent des obstacles que les médecins ou que le gouvernement, dans un contexte d'adoption, vont voir comme des obstacles et qui vont faire qu'ils vont avoir moins de chances, en fait, de réussir à adopter un enfant, etc. Parfait. Donc, merci aux trois panélistes d'avoir répondu aux questions des participantes et merci à vous d'avoir posé ces questions vraiment intéressantes. On arrive à la fin, donc toute bonne chose a une fin et j'aimerais terminer avec le dernier point que j'avais pour vous, ma conclusion, avant de céder la parole à Mathieu Desjardins. Donc, parlons de ce qui s'en vient. Je pense qu'il est important de regarder vers l'avenir et de se questionner sur ce que nous pouvons faire pour qu'il soit plus inclusif de nos communautés. Donc, selon vous, et en une phrase, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, selon vous, quels seront les enjeux des prochaines années quant à la jeunesse LGBTQ+, notamment en ce qui concerne le marché du travail et la vie en général? Donc, pour cette question, je vais commencer avec Caroline. C'est sûr que j'ai bon espoir qu'on continue. Il y a des scientifiques sur le terrain, autant au niveau des sciences sociales. J'ai plusieurs collègues à l'UQAM qui travaillent qui se penchent principalement là-dessus, à essayer d'enrayer les enjeux. C'est sûr qu'on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel. Il y a encore des choses à améliorer. C'est sûr qu'en luttant tous ensemble, c'est ce qui va améliorer les conditions des personnes et des jeunes LGBTQ+, dans le milieu du travail, dans la société en général. Donc, en ce moment, j'ai bon espoir qu'on continue à persévérer en ce sens. Selon moi, l'enjeu est vraiment de poursuivre nos luttes à ce niveau-là, parce que je comprends qu'il y a certaines entreprises qui sont encore réfractaires au changement. Je me considère très, très chanceuse d'avoir un employeur comme Desjardins qui nous pousse à vouloir faire évoluer la culture de l'entreprise. Mais c'est sûr que je pense que les enjeux vont venir peut-être des plus petites entreprises qui ont une culture un peu plus conservatrice encore aujourd'hui. Donc, c'est en luttant tous ensemble et en ne pas restant dans l'isolement et en essayant de retrouver nos alliés pour essayer de faire avancer les choses. Merci. Ça, c'était un beau long paragraphe. Andrei, à ton tour. Oui, en fait, je pense que les jeunes ont un apport très important à faire en tant que membres de la communauté lorsqu'ils entrent dans le marché de l'emploi, parce que il faut savoir, je pense qu'on est tous sensibilisés à la diversité, mais même lorsqu'on comprend la diversité, il y a encore plein de facettes de justement cette diversité qu'on doit encore apprendre. Je pense par exemple aux réalités des personnes trans et non-binaires. Je pense aux réalités des personnes racisées, aux réalités des personnes autochtones. On a encore énormément de choses où on ne connaît pas les réalités de ces groupes-là. Et je pense que les jeunes ont probablement peut-être une sensibilité un peu plus élevée que des personnes plus âgées à ces questions-là, ou peut-être qu'elles ont été exposées à ces éléments-là dans leur cadre de leur parcours scolaire ou universitaire. Et en arrivant dans le marché du travail, je pense qu'ils ont énormément à apprendre à leur faire. Et je vais donner un autre exemple aussi sur le marché du travail. J'étais en train de faire des entrevues juste avant de me joindre à cette conférence. Et à force d'avoir passé après peut-être 4 ou 5 candidats dans les 2 derniers jours, je me rends compte que nos questions ne sont pas nécessairement égales entre un candidat homme ou un candidat femme, par exemple. Et la manière dont les candidats répondent, certaines questions donnent peut-être plus de chances à des hommes de se mettre en valeur qu'à des femmes. Et donc, je réfléchis à ça. Et malgré tous les efforts qu'on a faits, je vous jure, sur la diversité, on en a des formations, on réfléchit à nos questions, et malgré tout, lorsqu'on fait le travail, on se rend compte qu'il y a encore des écueils, il y a encore des places à amélioration. Je pense qu'il ne faut pas hésiter de justement constamment se remettre en question. Les entreprises, les jeunes, je pense qu'ils ont un pouvoir de remise en question énorme. Toujours remettre en question nos pratiques pour les améliorer. Donc, c'est essentiel. Merci, Andrei. Et finalement, Henri June. Oui,
Ben, je supporte vraiment ce que André a dit, en fait. Donc, je dirais que en tant que personne qui travaille avec la génération Z, d'être prêt, dans le fond, à avoir une nouvelle vague de jeunes qui... j'ai beaucoup d'espoir pour cette génération-là parce que peu importe l'orientation sexuelle et leur identité de genre, ils ont une connaissance approfondie des enjeux LGBTQ+. Et je pense qu'il faut être prêt, en fait, à se faire avoir des questionnements, puis à un peu trembler les fondations sur lesquelles on se repose, parce que je pense que cette génération-là va être prête à questionner et à vraiment questionner et aller contre qu'est-ce qu'on pense qui est la norme. Donc, merci infiniment aux trois panélistes, vraiment inspirants. J'aurais voulu qu'on ait plus de temps, mais vous le savez, un panel, il faut que ça se termine éventuellement. Encore une fois, merci à tout le monde qui s'est joint à nous, à Desjardins pour le don et pour le soutien envers ce panel. Et je vous le dis, Fusion Jeunesse est là pour soutenir la jeunesse. Et donc, si vous êtes des récents diplômés et que vous cherchez un emploi pour la rentrée scolaire, chez Fusion, nous ouvrons des postes dans divers secteurs. Donc, allez sur notre site web et regardez la campagne Lâche pas, persévère. Donc, sur Merci ce, beaucoup, Gabriel. merci C'est vraiment à un plaisir de t'avoir comme modérateur aujourd'hui. C'était une très belle discussion. J'en ressors comme encore une fois inspiré. Je voulais savoir aussi, j'ai vraiment été touché par les remarques de Mona. Donc, je me demandais, Mona, si tu avais quelque chose comme à partager comme par rapport à l'avenir, qu'est-ce que tu as comme appris aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu? Merci. Bien. Oui, merci. Donc, ben, moi, mon seul souhait, là, suite à ce qu'on vient de vivre comme expérience ensemble, c'est vraiment juste d'ouvrir un peu notre esprit à voir une personne autochtone, pas seulement pour sa sexualité, mais de la voir pour tout ce qu'elle représente au niveau bagage de colonisation, de voir que si on est des personnes autochtones et qu'on est là, qu'on est actif, qu'on s'est mis en route et tout ça, c'est qu'on est vraiment des personnes vraiment fortes et résilientes et qu'on est vraiment des ponts entre deux cultures. Quand on parle spécifiquement de la génération Z, si on regarde la génération Z autochtone d'aujourd'hui, connaît autant, c'est ça, les youtubeurs que leurs aînés et connaissent autant la vie moderne d'aujourd'hui et la vie traditionnelle autochtone. Donc, ils sont vraiment riches d'un bagage vraiment puissant et intense. Et c'est ce qui fait que j'ai vraiment l'impression que pour vous, ça pourrait être vraiment intéressant d'aller chercher ces personnes-là, d'aller chercher ces jeunes-là. J'ai une autre réunion qui commence. Excusez-moi, j'ai une fête qui vient. Ah! Bon. Excusez-moi. Et donc, c'est vraiment un bagage riche que ces jeunes-là vont avoir. Excusez, j'ai dit jeunes parce que j'ai 41 ans. Je fais pour partie de la génération Z. Et donc, c'est vraiment de la résilience, de la force que les jeunes vont pouvoir avoir été chercher en dehors d'eux autres pour faire partie active de la société. Donc, je vous encourage vraiment fortement à venir nous chercher dans nos communautés, à aller nous chercher dans les différents organismes et puis de nous encourager dans notre parcours. Merci beaucoup, Mona, d'avoir comme partagé ces quelques mots avec nous. Puis encore une fois, Gabriel, comme merci à tous les panélistes qu'on avait aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir de partager comme ces moments avec vous. J'en profite pour remercier encore une fois Desjardins, qui est un partenaire fantastique pour Fierté au Travail Canada. Donc merci encore à tout le monde chez Desjardins. Je vais aussi remercier les gens qui ont participé aujourd'hui à notre panel. Puis, vous parlez un peu de Fierté au Travail Canada. Fierté au Travail Canada, c'est un organisme à but non lucratif, comme vous le savez, qui a été fondé il y a plusieurs années déjà. Là. Puis on a énormément grandi avec le temps. Donc, je me souviens au début, là, c'était quelque chose comme 8 organisations qui étaient partenaires de Fierté au Travail. Je pense qu'on approche maintenant les 140 organisations qui sont partenaires de Fierté au Travail Canada.
Donc, on ne cesse de grandir, puis on peut vraiment vous accompagner dans le cheminement par rapport à la diversité et l'inclusion dans vos organisations. Donc, on a des outils chez Fierté au Travail Canada pour vous aider. On a un index d'inclusion, par exemple, toutes sortes de méthodes pour vraiment comme déterminer où vous en êtes par rapport à cette inclusion, comme dans votre milieu de travail, et vers quelle direction vous devriez vous diriger en fait pour les améliorations qu'il y a à faire. Donc, juste encore une fois, un grand merci. La session aujourd'hui a été enregistrée. On va partager plus tard l'enregistrement ainsi que certains documents. Je vous encourage à aller voir les prochains événements sur le site pronetwork.ca. Ça va être vraiment un plaisir de vous y voir aussi. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fierté et un grand merci.